Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Et puis voilà quoi, qui n'en est pas vraiment un, c'est complètement un hors-série. Un format qu'on a décidé de vous proposer un peu dans l'été, comme ça, en bonus, j'ai envie de dire, en backup. Un épisode où on va parler, vous l'aurez compris dès la première phrase, de la saga Harry Potter. Et pour en parler, j'ai sélectionné une équipe de fans, je vais dire ça comme ça, pour ne pas dire spécialistes, parce que je veux pas leur mettre la pression. Donc autour de la table, il y a Dakar que vous aviez déjà pu voir dans un épisode spécial autour de la paternité. Bonjour Antoine, comment ça va ? Salut tout le monde, salut Clément. Ben écoute, ça va très bien. Bon, super. Tu es chaud ? Ouais, je suis chaud, je suis très content. Ça fait un petit moment que tu m'avais parlé d'un podcast sur le thème d'Harry Potter. Je suis un grand fan. Bon, super. Et du coup, j'étais bien chaud d'échanger avec d'autres personnes sur ce sujet-là. C'est ça va être de l'échange un peu autour de tout ça, l'épisode. En face d'Antoine, il y a Morgane. Bonjour Morgane, comment ça va ? C'est ta première fois sur Et puis voilà quoi. Bienvenue. Merci beaucoup, très ravie. Ouais, toi aussi t'es motivée, tu t'es refait un peu... À fond. Bon. Très, très grande fan d'Harry Potter depuis la première sortie des films. Donc, T'as un tatouage Harry Potter, toi ? Tout à fait. Et le bras va suivre en entier. Le bras va suivre en entier. Donc, un vif d'or, c'est ça ? Oui. Oh, excellent. On parlera un peu sport, un peu Quidditch plus tard. Peut-être des gens qui jouent au Quidditch. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est incroyable. C'est très marrant. Ouais, le Quidditch dans la vraie vie, c'est dommage. Il manque les balais volants qui sont l'élément principal finalement. Et le quatrième larron, la quatrième larronne finalement, c'est Clarine. Clarine Bouquine, la bookstagrammeuse altiligérienne de premier ordre. Clarine, bonjour, bienvenue, comment ça va ? Eh ben ça va, merci beaucoup de m'accueillir. Bookstagrammeuse de premier ordre, ça m'a mis aussi une grosse pression, t'aurais pu t'en passer. Il faut pas. Mais voilà, alors en plus, moins spécialiste des livres certainement que d'autres, parce que c'est aussi beaucoup les films qui m'ont porté. Okay. Les livres, je les ai lus il y a longtemps, mais avec grand plaisir pour réexplorer l'univers d'Harry Potter et ouvrir les portes de Poudlard avec vous. Allez, trop bien. En parlant d'ouvrir les portes de Poudlard, on parlera peut-être à la fin aussi de Hogwarts Legacy, s'il y en a qui y ont joué. Je pense pour ceux que ça intéresse, vous pouvez essayer d'aller voir à la fin de l'épisode, on en parlera un petit peu. Mais tout de suite, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment vous avez découvert la saga Harry Potter, comment vous y êtes entré, et est-ce que ça a eu un impact finalement par la suite dans votre vie de lecteur et de cinéphile. Je sais pas qui veut commencer. Moi je peux commencer si vous voulez. Allez, je vais faire ça, comme ça va mettre un peu mes invités à l'aise. Moi j'ai commencé Harry Potter avec le tome 3, donc le prisonnier d'Azkaban. Vous dites Azkaban, vous ? Azkaban, on est très bien. Ouais, j'ai commencé avec ça, c'est ma tante qui me l'avait acheté, ne sachant pas qu'il y avait des tomes avant, ni elle ni moi. Je suis plongé dans la lecture de ce truc-là. Ça s'est bien passé parce qu'en fait... J.K. Rowling, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois, elle repose le contexte. C'est vrai. Harry est un orphelin de tel âge, à l'école de magie. Et en fait, j'ai assez vite pu prendre connaissance des personnages et je me suis fait happer par l'histoire à une vitesse phénoménale. Ce qui fait que j'ai lu les bouquins 1 et 2 très tard, même pour tout confesser, à la sortie des films. Je les ai lus pour comparer. Parce que jusque-là, en fait, je les ai pas lus. J'ai pris le train en route et puis j'ai pas fait de machine arrière. Et c'est un des premiers gros bouquins que j'ai lus, donc une petite fierté de jeunes lecteurs et qui a amené derrière beaucoup d'autres pavés. Eh ben, moi, je me souviens que ma mère avait commencé à essayer de me lire le 1 et le 2 quand j'étais petit pour me faire lire, tout simplement. Ça n'avait pas marché. Après, j'avais été regarder le 3 au cinéma. Je m'étais dit que c'était pas trop mal. Et puis, je suis retourné regarder le 4 au cinéma. Et là, je me suis dit, punaise, mais en fait, t'aimes bien ça, donc pourquoi pas essayer de les lire ? Et puis après ça, j'ai commencé à les lire. Et puis là, ça a été un petit peu la révélation. J'ai adoré ça. Et vraiment. Donc je les ai tous dévorés alors que je les ai pas du tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je les ai lus plusieurs fois. Et ça a eu un impact sur ma vie et sur pas mal de choses. Ça m'a fait aimer l'anglais. J'étais pas forcément très bon à l'école. J'étais même pas bon du tout. Mais par contre, ça m'a fait aimer l'Angleterre et tout cet univers-là, là, sur les maisons, les écoles. Et du coup, j'étais bon en anglais. Aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est ça qui t'a lancé dans l'anglais. C'est ça qui m'a lancé dans l'anglais, ouais. Puisque je rebondis juste, je me permets, je vous laisserai la parole après, mais tu parles des maisons. Effectivement, autour de la table, vous êtes quelle maison ? Tiens, puisqu'on est... ça va être un peu à brûle-pourpoint, mais...
Moi, c'est Gryffondor. Gryffondor Comme je à le disais, fond, ouais. Comme James et Sirius. Gryffondor ou rien. Gryffondor ou rien. Toi, Alors pour Morgane. moi, c'est Serre d'Aigle. Ouais. Et moi, je suis une fière pouf-souffle. Eh bien, je me ferai donc le représentant des Serpentards avec plaisir. Serpentards qui ont beaucoup trop mauvaise cote par rapport à ce qu'ils sont. D'ailleurs, il n'y a pas que des enfoirés là-bas, mais on en parlera plus tard. C'est quand même bien imité. Oh. Du coup, toi, Morgane, comment est-ce que tu as découvert Harry Potter et Alors bizarrement, je me rappelle pas vraiment. C'était pas au cinéma, c'est sûr. Je les ai lus que très récemment, donc on a dû me le montrer quand j'étais à sa sortie et en film. Et depuis, j'ai jamais lâché. Et tous les autres, par contre, après le premier, je les ai tous vus au cinéma. Ouais. Et pour être en bonne santé, pour moi, il faut le voir pas tous les mois, mais quasiment. On est sur une grosse Harry psychothérapie, quoi. Ouais. Très bien. Et toi, Clarine, du coup? Eh bien, moi, c'est une cousine qui est très, très, très fan d'Harry Potter. Genre, elle connaît les livres par cœur, c'est effarant. Qui nous avait prêté la cassette VHS à l'époque du premier film. On avait adoré. Et donc, on a commencé à les lire, ma sœur et moi. Et à partir de ce moment-là, on a lu le 1 et le 2 qui étaient déjà sortis. On a vu le film. Et on a commencé après à lire les livres avant la sortie des films, à chaque fois, évidemment. Et voilà, on est rentré dans cet univers comme ça, et toute la famille a plongé petit à petit. Ouais, après, une fois que c'est parti, c'est parti. C'est ça, ça fait le boule de neige, ça marche bien. Ouais. Donc, le premier opus de cette saga, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Je sais pas, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Vous avez quelle sensation quand vous y repensez? Il ressemble à quoi dans votre imaginaire? C'est le film de Noël, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin, Noël, Halloween, le 1 et le 2, c'est ça, c'est l'imaginaire, les bonbons, la gourmandise. C'est hyper gourmand, je trouve, les deux premiers, comparés aux autres. Après, pour moi, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment, je pense qu'il a été pensé et réalisé comme ça. Enfin, en même temps, Chris Columbus, c'est celui qui a fait Maman, j'ai raté l'avion, qui a écrit les Gremlins, donc un mec qui a quand même un peu l'habitude d'essayer de faire des films pour enfants, bien que... Il y a un peu de profondeur derrière, mais ouais, c'est vraiment le film, tu sais, c'est la découverte de l'école. Tu vois, il y a tout ce côté-là, comment je me fais des amis. Il y a un côté très... C'est la découverte de Poudlard, c'est la découverte de toute l'histoire autour d'Harry Potter, en fait, du monde magique. C'est vraiment, ça pose toutes les bases, le 1 et le 2. Et puis c'est ça, c'est qu'on découvre en même temps que Harry la magie. Oui, c'est ça qui est chouette. Donc on a ce même effet que lui, éventuellement à ce même âge que lui, si on le découvre étant jeune. Du coup, on n'est pas extérieur à l'expérience, on participe avec les jeunes sorciers, et c'est ça qui fait que ça marche, à mon avis, aussi. C'est que tu apprends aussi en même temps que lui. Quand on prend par exemple d'autres films comme Le Seigneur des Anneaux ou Narnia ou des choses comme ça, alors ça marche moins pour Narnia, mais par exemple Le Seigneur des Anneaux, on rentre directement dans le monde. Oui, t'as des héros qui sont déjà accomplis, qui ont déjà fait des trucs. On arrive dans ce monde, et là, alors surtout dans les livres, quoi, on apprend en même temps que lui. Et je pense que J.K. Rowling, au fur et à mesure où elle écrit, on en apprend un petit peu. Dans le 2, il y a le polynectar qui arrive, du coup on redécouvre le polynectar petit à petit. Après, je crois que c'est dans le 4, il parle du sortilège de Tétambule pour la deuxième. Et du coup, après, dans le 5, on revoit le sortilège de Tétambule dans les couloirs Poudlard. Donc on apprend petit à petit avec Harry et avec Ron et Hermione, avec le trio gagnant là. Ouais, le Monster Trio, quoi. Ça. On grandit petit à petit avec eux et on découvre cet univers qu'elle a littéralement créé à partir de rien. C'est comme Tolkien. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord, parce que tu vois, moi je trouve que justement Harry Potter, il y a un truc où les balais ça sert à voler, les bouts de bois ça lance des sorts, tu vois. Les sorciers ils ont des chapeaux pointus et des robes, et c'est un truc, tu vois, qui est déjà inscrit dans l'imaginaire de tout le monde. Et je trouve que justement elle est venue chercher un truc qui était déjà en un peu toute la culture occidentale, tu vois, et elle l'a un peu transformé, parce qu'elle l'a rendu plus un peu plus sexy, un peu plus sympa, un peu, mais tu vois, je trouve qu'elle a pas vraiment finalement inventé grand chose. Alors j'y vais avec des gros sabots, elle s'est beaucoup servie de ce qui existait déjà pour en faire, tu vois, les trolls, un troll qui garde une porte. Il y a beaucoup de mythologie très européenne. Elle a pris plein de choses à droite à gauche, même la mythologie grecque, le basilic. Mais après, elle a beaucoup brodé autour. Ouais, bien sûr. Après, c'est un peu une décoratrice, en fait, au final. Elle a vraiment mis tous les détails qu'on connaissait, qui nous sont des clins d'œil ou pas, mais qui nous sont familiers, parce que ça fait partie de mythologies qui ont imprégné nos cultures. Et elle a mis tout ça, ce qui fait aussi que c'est réconfortant, peut-être, parce qu'il y
il n'y a rien de très déstabilisant finalement dans Harry Potter non plus, quoi. Non, c'est ça. Elle a travaillé le truc, là, je reprends ton exemple des balais. Oui, effectivement, les sorcières, ça vole sur les balais, ça a des chapeaux pointus. Mais par contre, du coup, elle a travaillé le truc des balais, quoi. Ouais, elle en a fait du Quidditch, quoi. Un jeu, elle a fait des Quidditch, elle a fait différentes marques de balais, différentes sortes. Ouais. Des balais qui vont vite, des balais qui vont moins vite. Oui, des balais plus confort, des balais familiaux. Le fameux balai de la ménagère. Voilà. Mais c'est vrai. Mais je trouve que c'est hyper habile, hein, la façon dont elle l'a fait, ce truc-là. Mais justement, je trouve que c'est, tu vois, pareil, Dumbledore, qui est l'archétype même du sorcier. J'ai envie de te dire, Ouais, il fait très Merlin. Ouais, c'est Merlin, c'est ça. Et il est pas du tout déstabilisant en tant que grand chef de l'école. Tu vois, et je trouve que du coup, dans l'imaginaire, ça va très vite. Et pareil, moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je lisais, en fait, très vite, t'as les personnages en tête parce que c'est pas qu'ils sont caricaturaux, mais les traits sont suffisamment forcés pour que très vite t'arrives à imaginer quelque chose sans avoir besoin de beaucoup travailler ton imaginaire. Et ça, c'était vachement bien. Dumbledore, du coup, qui fait sa première apparition et qui montre sa partialité à la fin du premier film en donnant 12 000 points à Gryffondor de manière complètement... Et ouais, mais c'est ce qu'on aime aussi. Ouais. Un de vos personnages préférés, Dumbledore, ou pas? Non. Bon, il est chouette. Moi, je le mettrais pas dans le top 5. Ah ouais, mais moi, il est dedans direct. Je Après, me pose même pas la question. Non, il est pas mal, mais il a quand même pas mal de lacunes. Il a fait quand même pas mal de bourres. Ouais, on en reparlera plus tard. C'est pareil, à partir du tome 5, on pourra reparler un peu. Le Dumbledore des livres et le Dumbledore des films, c'est extrêmement différent. Essaye de bien parler dans ton micro, Morgane. Pardon. Merci, pas de souci. Oui, il est très très différent entre les livres et les films. Très, très jovial, un peu des bourdes je trouve que dans les livres. le changement d'acteur, malheureusement suite au décès du premier acteur, vient changer un ton dans l'interprétation de Dumbledore et qui, en même temps, alors c'est assez incroyable, apparaît au même moment où le ton global de l'histoire change. En fait, et tu passes de ce vieux monsieur, lunettes de mi-lune, chapeau avec des étoiles et tout, à un Dumbledore plus sérieux, et au moment où l'histoire change, alors c'est un malheureux hasard qui finalement fonctionne pas si mal que ça. Mais bon. Et ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il est différent dans les livres. C'est un grand enfant avec des pouvoirs de ouf qui. C'est ça. Mais qui il se met jamais en colère. Ouais, il se met jamais en colère, il est toujours poli, il est toujours très sympathique, calme. toujours jovial, et puis c'est un grand enfant. Je sais plus dans quel tome c'est, mais au début, il est là, à Noël, il essaye de balancer une blague, et puis le professeur McGonagall, c'est pas le moment, quoi. Oui, pardon. Mais même le mot de passe pour accéder à son bureau, c'est toujours ses parfums de glace préférés, ses bonbons préférés, glace au citron. Citron sorbet. Fizz with me. Exactement. Rencontre aussi avec du coup Ron et Hermione qui vont accompagner Harry jusqu'au bout de l'aventure. Hermione un peu détestable dans le premier quand même. Un peu. Léger. Non, pas du tout. Faut dire ce qui est quand même. Un peu détestable dans le premier. Non, elle est détestable dans les premiers chapitres. Après, elle est toujours là pour essayer de garder une guideline. C'est elle qui est la conscience de tout le monde. C'est elle qui les rappelle. De l'histoire. Non, mais c'est au-delà de ça. Elle apporte la solution à 90% des problèmes. Si elle n'est pas là, il n'y a pas d'histoire. Non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Non. C'est vrai qu'elle est très forte sur plein de choses. Elle a un petit train d'avance à chaque fois sur tout le monde. Mais elle prononce vachement bien Leviosa. Mais j'aime pas trop entendre ça, là, de dire que sans elle, il n'y a pas d'histoire, parce que Ron est quand même incroyable aussi. Il fait avancer des choses, mais je suis d'accord. Ron fait avancer des choses. Tu regardes tous les films, tu te dis que si elle est pas là, ils sont tous dans la merde. Bah, c'est parce qu'elle a des connaissances, tu vois. Elle a des connaissances et des compétences. Après, il se débrouillerait différemment. T'as un côté de savoir faire que Ron, justement, il est un peu plus débrouillard, tu vois, et des fois, il apporte un truc un peu différent, un peu plus... plutôt dans les derniers, il apporte Oui, c'est par la suite. Pas ouf, Ah, bah quand même, il y a la partie d'échecs. Ah oui, c'est vrai. Il y a la partie d'échecs, et puis dans la chambre des secrets, c'est Ron qui fait pas mal de boulot, qui accompagne Harry malgré sa phobie des araignées. C'est lui qui vient le chercher. C'est lui qui vient le chercher chez. Il est courageux, chez on peut pas lui enlever. Ça, c'est sûr. Il n'est pas Gryffondor pour rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est sûr que oui, Hermione a toujours un train d'avance. Si elle s'était pas faite pétrifier, elle serait revenue avec la solution, une page dans la main, et puis. Heureusement qu'elle s'est fait pétrifier, parce que qu'est-ce qu'il en aurait été par deux. C'est ça. Ouais, c'est ça. On n'aurait pas eu de livre, quoi. Ça aurait été pénible. Divisé par deux. Ouais. Neville Londubat aussi qui apparaît dans ce tome-là, qui à la fin s'oppose à ses amis.
Neville, c'est un personnage que vous appréciez ou pas? Ah, j'aime bien. Ouais. Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais il aurait pu. Franchement, il est hyper attachant et il est hyper intéressant. Ouais. L'évolution aussi au fil des livres, au fil des films. À partir du 3 ou 4, je dirais. Ah Oui, ouais, c'est non, vrai moi que je dans trouve les que deux dès le premiers, début, il a ce côté où... Au il est début, très non. attachant. Hein. Ouais, il est attachant. Ouais. Il est attachant. Ouais, il est attachant. Moi, je l'ai mis dans mon top 5 des personnages préférés. Je l'adore dès le départ. Je vais pas dire que je l'aime bien dès le départ, parce que dès le départ, c'est un peu un boulet, quoi. Il est peu méchant, mais et puis il est plus en retrait aussi. C'est un personnage plus retrait, décoratif au tout début. On se rend pas bien compte. C'est ça, il est un peu introverti. Oui, il sert à perdre le mot de passe. ça, En oui. fait, il est, c'est un accessoire de scénario au C'est début. ça, c'est un petit peu le boulet sympathique, quoi. Ouais, Et puis c'est après, il gappe, il explose. Et puis j'aime bien la relation qu'il a avec sa grand-mère. Oui. ça. Ouais. Mais même toute l'histoire qu'il a et le côté de il aurait pu être celui qui, tu vois. Et tout ce truc-là est vachement bien parce qu'à la fin, il prend un peu sa revanche sur le fait de pas forcément avoir été favorisé par le destin sur ce truc-là. Et il a un bel arc de rédemption, ce personnage. Il est chouette. Pour ceux qui ont joué, ça me fait penser à ça, ceux qui ont joué à Zelda Tears of the Kingdom, le dernier qui est sorti, il y a une île qui s'appelle Caput Draconis. Ah ouais? Ouais, qui est une petite référence. Pas mal. Très à Harry légère. Potter. Très légère. Il faut la voir, hein, c'est vraiment... mais voilà. Ouais, du coup, c'est ça, le premier film. Donc, un truc très Noël, très enfantin, en fait, une entrée dans un nouvel univers. Le deuxième va être sur la même lignée. De toute façon, il est aussi... le film est aussi réalisé par Chris Columbus, je crois. Oui. Et... ouais, le deuxième, tiens, vous en pensez quoi? Apparition, je pense, d'un des personnages préférés de quelques personnes autour de la table, selon ce que j'ai compris. Dès l'une des premières scènes. Ouais, ben Dobby. Hein. Ouais. Dobby, il est le feu de il est chouette. maison. Après, pareil. J'ai cru dans que t'allais les dire films. Lockhart. Qui a aussi ses qualités quelque part. Oui, bien caché. Un éminent. Bien caché. Ouais, non, Dobby, il est top. Après, voilà, dans les films, il est un peu moins bien dépeint que dans les livres, mais comme beaucoup de personnages, on va pas redire ça à chaque fois, mais non, je l'aime beaucoup parce que s'il était pas là, ben la série serait pas la même, quoi. Ah, Il sauve la mise à Harry Absolument. pour pas mal de choses, et puis il fait apparaître un côté humain à Harry, un côté. Et puis là, sur la fin, il a un des. Enfin, on en parlera plus tard, mais c'est pour moi ce qui fonctionne, c'est le twist qui a le mieux fonctionné avec moi sur les personnages à la fin. Le quoi de Dobby, le twist, le fait qu'il meurt. Là, on va spoiler, hein. Mais le fait Oui, qu'il bah, meurt en à la même fin, temps, Ça y est, les gens sont déjà en train de pleurer. c'est, tu vois, moi c'est la mort qui a le mieux marché. Les autres ont moins bien marché. Oui, c'est vrai ouais, que d'un mais point de attends, vue ouais. sensibilité, je suis d'accord. On reparlera de celle de, Ouais, c'était terrible. celle de Sirius par exemple, où je pense que j'ai mis. Je crois que je l'ai toujours pas compris en fait. Tu vois, Ah, si si, moi, tu veux, ma le foutu fait par que terre. juste qu'il passe, Oui. tu vois, j'ai pas trouvé ça très marquant, je l'ai pas trouvé ça bien monté, je l'ai pas trouvé bien amené. Oui, je suis d'accord avec ça. Celle de Dumbledore, on en reparlera aussi, parce qu'il meurt malheureusement. Oui, Mais, c'est des grands moments, mais qui émotionnellement marquent Ouais. beaucoup moins que Dobby. C'est ça. Effectivement, C'est vrai Dobby, il a que, fait ouais. chialer dans les chaumières, ouais, vraiment. et c'est vraiment. Pourtant, Dumbledore, elle est symbolique aussi. Il tombe de la Oui. tour, tu vois, il est Mm. démystifié par sa propre mort. Mais non, ça Mais me- on s'y attendait quand on- peut-être plus. Ouais. Quand on parle des morts, moi, la pire, enfin, celle qui m'a le plus chagriné et que je regrette le plus, c'est la mort de Fred, quoi. Je pense Ah que- ouais, elle est dure, elle est Tellement dure. terrible. Enfin, celle-là, c'est la pire. Et puis, imaginez Georges après qui va finir le reste de sa vie sans son jumeau. Moi, je trouve que celle-là, elle est horrible. Mm. Ouais, celle-là, elle est terrible, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des petites théories, et je sais pas si vous savez, c'est Stephen King qui disait que J.K. Rowling, quand elle a écrit ses livres, elle a laissé des parties de son âme, 7, et c'est les 7 morts. Donc Fred, Dobby, Dumbledore, Rogue, Lupin, Sirius. et Sirius. Ah ouais. Ah, pas mal. Ah c'est ouais, intéressant. je la connaissais pas, J'ai celle-là. jamais entendu non plus celle-ci. Ah, c'est Je rigolo. trouvais que Ça. c'était pas mal. Mais ne parlons pas tout de suite de ces choses si désagréables. Nous en étions donc à Dobby, Lucius Malfoy aussi qui arrive Ouais. et où on comprend qu'il y a des vrais salauds chez les sorciers, ce qu'on n'avait pas trop compris dans le premier. Alors il y avait Encore un querelle, serpentard. mais ouais. et surtout, moi ce que j'avais beaucoup aimé, c'était la personnification de Voldemort. Voldemort existe vraiment autrement qu'en grand méchant, un peu nébuleux au-dessus de. Parce que jusque-là c'était juste Mais une c'est ombre. pas qu'une entité Ouais, mythique. c'est ça. Y est, il est là, il existe. Il est là, a il vécu, existe, il a vécu, il a une histoire et il agit. Et c'était un enfant. Ouais. Et oui, il a été enfant. Il a c'est été ça. un enfant, Il il a était été un élève, en fait, C'est hein, ça. simplement. Et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de presque de plus appréciable dans cet opus-là. C'est d'arriver à découvrir Voldemort autrement. Hagrid aussi.
qu'on apprend à connaître un petit peu mieux. C'est vrai. Dans le premier, il est juste pâteau et maladroit. Là, on voit qu'il a quand même beaucoup de sentiments et qu'il reste toujours pâteau très et maladroit. maladroit. Ouais. ça ne bouge pas. Mais Grid, il y a un chouette personnage aussi. Ouais, carrément. Parce que c'est un gros nounours, mais après, on voit dans les tomes suivants qu'en fait, c'est un monstre, quoi. Ouais. Et il faut, pour le stupéfixer, il faut 7 ou 8 sorciers. Ouais, il c'est craint rien, impressionnant. Il part dans les bois, et personne ne le craint. Il tient tête à un troupeau entier de centaures. En même temps, voilà. Il a les gènes qu'il a. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, je trouve que c'est un truc qui revient pas mal dans cette saga. Il faut se méfier un peu des apparences, quoi. Beaucoup. C'est vrai. Ouais, C'est- c'est pas. je trouve que bien ça- dit, ouais. Ça revient pas mal. Donc oui, Hagrid qui prend un peu de profondeur dans le deuxième tome. Et Rusard aussi, qui nous fait bien chier avec son chat. On salue. Ouais. Rusard. Ouais, Rusard. Quoi. Ouais. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire que... Ouais, Rusard. Oui, c'est ça, il y a... C'est un sacré enfoiré. Hein. Ouais. Ouais. C'est marrant la petite Ouais. guéguerre qu'il livre avec ce personnage qui a été éludé des films, qui est Peeves, qui est un esprit frappeur qui passe son temps à foutre le bordel, boxon ouais. partout où il passe. Je sais pas, quand les professeurs ils corrigent des copies, il les mélange toutes, enfin il fait n'importe quoi tout le temps, et il y a toujours Rusard qui lui court après. Et ils ont un espèce de duo dans les bouquins qui fonctionne vachement Oui. bien entre les gris et le rigolo, quoi. T'as un peu le C'est clown joyeux, clown C'est triste. vrai, ouais. Et alors les producteurs ont fait le choix d'enlever ce truc-là, mais je trouve que c'est un peu dommageable. Je pense que ça aurait été un peu compliqué de l'amener. À l'époque, c'est vrai Ah bah, qu'il à n'y avait pas l'époque, les mêmes... pour faire, Bah, ils ont dit en Mais en même fait. temps, ils avaient une armée de que fantômes qui était réussie aussi. Et puis ils ont tourné toutes les scènes avec Peeves. C'est un acteur anglais, je sais plus lequel Ouais, il me c'est, semble que j'ai qui est vu mort. ça. Ils ont tourné toutes les scènes avec Peeves, mais du coup ils les ont choisi à la fin au montage de les couper parce que ça leur coûtait trop cher et du coup ça leur a fait gagner une bonne partie du budget. Mais Ah toutes oui. les scènes avec Peeves ont été faites. Elles avaient été Elles tournées. avaient été faites. Elles ont été D'accord. tournées. Ouais. Eh bah. D'accord. Peeves, le seul fantôme en couleur d'ailleurs. Oui, ce bah n'est oui. pas vraiment. Mais en fait, c'est pas un fantôme, c'est un esprit Esprit frappeur. frappeur, Ça n'a Esprit rien à frappeur, voir. ouais. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il est hyper intéressant, et puis même du coup la relation qu'il a avec les autres fantômes, parce Et que puis avec- il emmerde tout le monde, des vivants avec comme Fred des et morts au George. final, quoi. C'est... Mais il est là Toi pour qui- emmerder les gens, en C'est ça. fait. Hein. Ouais, et puis oui. C'est vrai qu'avec Fred et George, il a une relation toute particulière, quoi. C'est ça. C'est vraiment marrant, quoi. Et puis C'est- quand Fred et George partent de Poudlard dans le 5e opus, ils sont... Arrête, tu vas trop vite. On y viendra. On saute les moutons à une vitesse phénoménale. Ah ouais, là. j'aime bien ça. Je me laisse guider par le fil de mes Ouais. pensées. Et puis il y a la scène. Alors, le fourche-langue Ah oui. aussi. C'est Ouais, vrai, Dans c'est le- vrai, dans c'est le- vrai que oui, tout le passage avec les avec le fourche-langue. Et c'est là qu'on comprend vraiment que Harry, finalement, il est chez Gryffondor, mais il aurait clairement Ouais. pu être chez Serpentard. Il y a quoi. peut-être bien quelque chose. Et parce que c'est un Horcrux. Bah, Oui, mais ça, on C'est- l'apprend beaucoup plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que c'est induit de deux façons. C'est induit d'abord d'une façon un peu, justement, hyper enfantine, parce que quand il parle aux os, on a tous envie de parler aux animaux, Ouais. et c'est hyper magique. Ouais, mais dans le 2, c'est Et, complètement et différent. c'est ça, et en fait, après, on se rend compte que c'est hyper flippant, que Bah, c'est dangereux. voilà, ça fait peur aux autres enfants, ça inquiéterait bien les professeurs aussi. Enfin, il y a vraiment Oui. quelque chose où on se dit, il y a une menace quelque part, et vraiment, ça donne une nuance très, très différente à la chose, quoi. Bah, c'est pas un beau pouvoir. C'est pas, oui, c'est C'est pas pas un cadeau de joli, Dieu, là, pour le c'est coup. pas hein. C'est- Et du coup, vous pensez qu'il le garde après le 7 Est-ce qu'il parle fourche-langue toujours Ah, bah, je sais pas, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la Ah, la question. bonne question. effectivement. Après, J'ai pas trouvé la ce- réponse, j'en sais rien. Et oui, parce que objectivement, Bah, c'est la part En qui est en lui perdant de la part, Voldemort ouais. qui. mais si qui est c'est pas appris, fourche-langue. c'est en lui, donc. Je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Il avait pas l'air de trop le maîtriser, hein. Ça a l'air de se faire un peu instinctivement quand même. C'est pas faux. Comme quand il est dans la tête de Voldemort, au début il le maîtrise pas, c'est des rêves, Ouais. ça lui arrive comme ça, et le fourche-langue c'est un peu pareil. Ouais, je Après, pense c'est qu'il la le maîtrise plus. tauromancie, Après avoir réfléchi, à mon avis, Je il l'a pense plus. aussi. Ouais. Et puis après ce fourche-langue qu'il utilise pour ouvrir la chambre des secrets, donc il y a le combat avec le basilic où ça sent un peu la merde pour Harry parce qu'il se fait niaquer un peu sévère. par hein. le Ça- gros serpent. Ça tombe bien qu'il a bien de bons amis bien placés. Hein. Ouais. Ouais, Mais c'est pratique, c'est heureusement confortable. arrive Fume-sec. le phénix de Dumbledore. Fume sec. C'est vrai que d'un point de vue créature, finalement, le 2, il y a quand même... Ouais. Quand on Ouais. arrive à Dobby, le basilic, fume sec, ça commence à Aragog, faire du de quoi monde. faire. Aragog aussi, c'est dans le 2, Ouais. effectivement. Oui. Mais du coup, le film sec là, qui est l'incarnation en fait de Dumbledore, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait Dumbledore est toujours là. On l'avait vu un peu dans le premier film où C'est vrai. il vient le voir à côté Tant du qu'il y lit. aura quelqu'un pour lui rester fidèle. C'est ça. Tout à fait. Vous avez dû faire preuve d'une grande loyauté. Mais ouais, C'est ouais. toi qui as fait le doublage non Ouais, bien sûr. Cependant.
Mais ouais, et je trouve que cette scène est assez chouette, justement, du Phénix qui vient les sauver, en fait, Dumbledore qui continue en fait à les aider tout le temps. Et puis au-delà de ça, c'est quand Fumsec pleure et répare le bras de Harry, on peut se dire ah bah ouais génial, c'est un peu gros, mais après quand on creuse, on s'aperçoit que bah oui, Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, pour le moment, il commet des grosses erreurs comme ça tout au long sur des choses super simples, faciles. Alors, je vais pas tout spoiler, on en reparlera dans le 6, mais voilà, il commet des erreurs sur des choses toutes simples. Parce qu'il voit tellement de la grandeur, il est tellement assoiffé de pouvoir que les toutes petites choses comme ça, il les oublie. Et dans le livre, on le voit, il lui dit ah oui, c'est vrai, les larmes de Phénix réparent n'importe quelle. Oui, il en oublie un peu les bases finalement. C'est ça, les bases de la magie. Alors il était plus loin que tout le monde dans la magie noire, il le dit et il le redit. Mais par contre, les petites choses toutes simples comme ça, il les a oubliées, quoi. Ah, la magie il se fait avoir là-dessus. C'est pas son truc. En fait, ce qui fait le bien, ça l'intéresse pas. Donc. C'est ça. Mais c'est joli cette espèce d'allégorie. Ouais, c'est vrai. Plus tu cherches à avoir du pouvoir, être plus puissant, c'est au détriment d'autres choses, des petites choses simples, des petits plaisirs de la vie, tout ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Il y a une scène moi que j'aime beaucoup, c'est quand vous savez, il écrit son nom. Je trouve que dans le film, elle rend tellement bien. Ah, ça c'est extraordinaire. Et qu'il échange les lettres et tout. Et surtout que c'est en anglais, donc on fait le même jeu du coup en anglais. De là ta compréhension et ton besoin d'aller plus sur l'anglais, effectivement, quand on est jeune et qu'on maîtrise pas trop l'anglais, ça nécessite de faire un petit travail sur soi et c'est bien pour les enfants d'être confrontés à ça aussi, c'est chouette. T'as plein de petits jeux de mots sur la culture, genre fudge, c'est un espèce de gros gâteau. En permanence. Un gros gâteau anglais un peu. Les traductions des noms sont assez. Je trouve que c'est pas si mal. Je trouve que c'est pas si mal, moi. Mais tu vois, typiquement, Neville Londubat qui s'appelle Longbottom, c'est quand même pas si mal trouvé, quoi. Donc, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas assumé jusqu'au bout, quoi. Plus ça avance dans la saga, dans le premier livre, par exemple, mis à part Dumbledore et McGonagall, tous les personnages ont une traduction à leur nom. Et plus ça va, et moi, par exemple, il y a Kingsley Shacklebolt, plus tard, il y a Fudge, tout ça. J'ai pas trop compris, moi, pourquoi ils avaient commencé à les traduire et ensuite plus. Parce qu'ils ont dû trouver que ça faisait un peu trop farce à la trappe, quoi. Ou que le traducteur a changé et s'est senti moins à l'aise dessus aussi. Écoute, je sais pas si c'est le même traducteur. Je pense pas qu'il fallait tout simplement traduire. Ils auraient mieux fait de garder les noms officiels. Après, c'est vrai que sur les premiers tomes qui sont très enfantins, c'est pareil, c'est une façon de se représenter le personnage, d'avoir son nom. Ouais, c'est ça. Ça marche très bien sur les enfants. Donc après, ce qu'ils ont peut-être arrêté parce que c'était moins nécessaire aussi pour la représentation des lecteurs qui grandissaient. Fais voir le tome 6 là, Morgane, s'il te plaît, parce qu'on a sorti tous les tomes pour être sûr de ce qui se passe quand même. Je regarde juste le traducteur, si c'est Jean-François Ménard qui a fait celui-ci aussi. Absolument, c'est le même traducteur. Non, mais je pense qu'ils ont traduit certains noms, parce que Londubat, il a été traduit. Après, Weasley n'a pas été traduit. Weasley n'a pas été traduit. Enfin, il y en a pas mal qui n'ont pas été traduits. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais regarde Madame Pomme Fraîche. Ou Fume Sec. Ouais, mais parce que ça passe mieux, quoi. C'est des noms qui passent mieux. Fume Sec, je sais plus comment il s'appelle en anglais. Il y a peut-être de la lisibilité, de la disibilité, effectivement. J'ai plus le nom, j'ai plus son nom en anglais. Je saurais pas le dire. Non, moi non plus. Je me tromperai, je ne veux pas me tromper. Plus, effectivement. Dobby, ça n'a pas bougé, Dobby. Dobby restera Dobby jusqu'au bout. Fume Sec. Smoke Dry, je crois. Un truc comme ça. Il me semble que c'est littéralement. Ils ont traduit. C'est littéral. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Oui. Et du coup après l'arrivée du Phénix, tout ça, j'ai l'impression d'avoir un problème de micro, non ? Tu as baissé en intensité. Oh, c'est bon. Je suis revenu. Excusez-moi pour ce problème technique. Et du coup, à la fin du 2, comment ça se termine ? La fin du 2, Ginny. Ginny. Ah oui. Sauf Ginny, il remonte avec Lockhart. Et puis ils vont dans le bureau de Dumbledore. Harry explique un petit peu tout. Ah oui. Et c'est justement là qu'il lui dit, tu vas lui faire preuve d'une grande loyauté envers moi. Ouais. Non, c'est après. Au début, il explique tout. Il y a Minerva McGonagall, Harry, Ginny, les parents Weasley, Arthur et Molly, et Lockhart dans un coin qui ne dit pas grand-chose. Et justement après, Dumbledore lui dit « Mais il me semble qu'il y en a un qu'on n'entend pas beaucoup. » Contrairement à ses habitudes. Et puis après, il fait partir tout le monde. Il reste avec Harry, il lui parle. Et après, là-dessus arrive Lucius. Oui. Et donc il y a la libération avec Dobby. La libération de Dobby. Dobby lui fait des grands signes pour lui montrer que c'est lui qui a mis le journal dans le livre de Ginny au tout début, quand il y a l'altercation chez Fleury et Bott. Et puis après,
Harry lui dit « Je peux récupérer le journal » et il court après Lucius. Alors, il y a un truc que je trouve pas très logique. On est bien d'accord quand même que Lucius lui lance un gros Avada Kedavra dans sa gueule. Il s'enchaîne personne. Est-ce qu'il le fait dans les livres? Non, dans les livres, pas dans il le les fait livres. pas. C'est dans le film où il commence, on voit qu'il dit Avada. Mais dans les livres, il va pas jusqu'au bout de son sort parce que Dobby intervient. Oui, mais non. Je suis d'accord avec toi que dans les films, c'est stupide. Du directeur. Oui, c'est ça. Le mec, il essaie de le buter. Mais dans les livres, il c'est pas le cas, on voit qu'il lève juste la baguette et Dobby il claque des doigts. Il voulait peut-être juste lui faire un crash limace en fait. On ne sait pas. Il aurait peut-être pu transformer en furet. Après, peut-être que bien vénère, Lucius, il s'est dit non, mais attends, c'est pas possible, il m'a fait perdre mon serviteur, il l'a fait échouer. C'est quand même un gamin, quoi. Mais dans le film, tu l'entends bien commencer à le dire. Ouais. Lucius, c'est un peu un passeur de magie noire, en fait. Tout au long du truc, il agit peu, mais il fait en sorte que les autres puissent agir. En tout cas, les méchants. C'est pas le plus... C'est pas le plus virulent. Voilà, c'est pas le plus courageux, hein. Mais par contre, il est toujours là, il le dit bien de toute façon à Voldemort après. Hein. C'est vrai que c'est un peu l'arrière-garde. J'ai le masque que je portais tous les jours, c'était ça. C'était un masque. Voilà, c'était là le vrai masque. Ouais. Drago Malfoy, vous avez un avis sur ce personnage? Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Il fait partie de mon top 5. Ah ouais, parce que j'adore l'évolution du personnage, en fait. Ah, oui. J'adore... Et puis bon, après, c'est vrai que moi, mes personnages, je les lis beaucoup aussi avec leurs acteurs. Et je trouve que l'acteur est génial parce que c'est un des seuls acteurs qui est jamais vraiment parti de Poudlard en fait. Quand on le suit sur ses réseaux et tout, il est toujours là-bas. Il y est toujours. Il continue de faire des rencontres avec l'acteur de Lucius Malfoy en mode père-fils. Enfin, il a un truc où comparé à d'autres, ils ont tourné la page. Emma, elle est partie sur d'autres choses. Elle a fait des choses très grandes, très belles et tout ça. Mais du coup, elle a plusieurs visages. Lui, il a vraiment le visage de Drago et il continue de l'entretenir et je trouve ça très chouette. Et l'évolution du personnage sur les derniers films, avec la dramaturgie où on se dit finalement il est quand même bien coincé le pauvre garçon. Moi, je trouve ça très chouette, quoi. Alors, je voudrais pas... Oui, non, pas tout de suite. J'y reviendrai plus tard. Vous m'y ferez penser. On y pensera plus tard. Moi, Drago Malfoy, je suis pas fan. Je trouve que plus ça va, moins ça va. Mais, moi, j'aime bien. C'est vraiment à l'inverse. Il y a une rédemption quand même vers la fin. Ouais. Mais il a une rédemption parce qu'il est pas rédemption parce qu'il est pas courageux et parce qu'il a mais c'est ça. C'est parce qu'il a peur. Il aurait pu suivre ses parents et ses parents auraient suivi. Et je trouve que à un moment donné, il assume plus ce qu'il avait envie d'être, mais peut-être parce que quand il était petit, il comprenait pas vraiment ce que ça impliquait de vouloir courir derrière papa, maman et Voldemort, quoi. Non, moi je pense que moi j'aime bien. Quand il est petit, c'est juste un petit merdeux. Ah oui, clairement. Après, dans le 5... C'est un grand merdeux. C'est un grand merdeux. Non, mais même pas. C'est un gosse. C'est que dans le 5 et dans le 6, il va pleurer dans les jupes de sa mère, littéralement. Quoi. Oui, et puis mais c'est dans le 5, on voit qu'il essaye absolument, il se revendique mange-mort dans le train. Dans le 6, il dit mais je serai plus l'année prochaine. Il montre la marque. Et au final, en fait, il s'aperçoit que non, c'est beaucoup trop gros pour lui et que c'est pas des querelles. Et ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, il a voulu jouer le rôle et il a voulu faire les grands garçons et en fait, il se rend compte que non, qu'il est plus humain que ça, quoi. Et moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Après, il est élevé comme ça aussi. Hein. C'est la famille Malfoy comme la famille Black. C'est le sang pur, et voilà. Ils sont à fond derrière Voldemort et il n'y a rien d'autre qui compte. C'est dans le tome 2 qu'on commence à mettre la hiérarchisation des sorciers par rapport à leur ascendance. C'est ça, les Sandbourg et les sorciers de sang pur. Hein. Donc c'est à ce moment-là, c'est intéressant aussi qu'elle ait réussi, je trouve. Le terme Sandbourg arrive dans le 2. Dans le 2, ouais. Tu vois, d'avoir mis ce truc-là en filigrane, alors en filigrane grossier quand même, mais d'avoir, tu vois, mis une vraie hiérarchisation entre les sorciers, je trouve que c'est malin parce que ça apporte aussi des nouveaux enjeux à chaque fois entre Ron qui lui est un sang pur et qui en a rien à foutre, Hermione qui est hyper complexée de devenir d'une famille moldue, Malfoy, sang pur et dur, quoi. Donc je trouve ça intéressant justement, un peu. Peut-être un petit reproche de ce côté-là. Au niveau de la famille Potter, on a très peu d'informations, finalement, sur leurs ascendances, sur ça. James, de toute façon, est un sang pur. Oui, mais si tu veux, au-delà de ça, on parce a... que c'est un descendant de... Pévrel. Ignatius Pévrel, c'est ça ? C'est ça. Mais par contre, Lily... Lily, c'est une Sandbourg. Lily, c'est une Sandbourg. Ouais, donc, dans tous les cas... mais tu vois, c'est pareil. Ils ont un pognon phénoménal. De mémoire dans les livres, je me rappelle pas que ce soit expliqué d'où vient ce pognon. Non, surtout qu'à un moment, c'est expliqué dans les livres. Sirius en parle et ça aurait pu faire une porte d'entrée. Je me souviens. Non, c'est pas expliqué. Moi, je le sais parce que je l'ai cherché, mais je pense que c'est pas dans les livres. Je crois que l'arrière-grand-père d'Harry a créé une potion de... C'est ça, tout à fait, ouais. Contre la fièvre du dragon.
dragon, une connerie comme ça. Je l'ai lu ailleurs. La pirouette facile. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il est immensément riche, mais c'est pas du tout exploité dans. Et peut-être un petit reproche à faire de ce côté-là, ça aurait été sympa Surtout d'aller que, voir. je sais plus dans quel tome c'est, mais je crois que c'est dans le 5, au début du 5, quand Sirius explique la fameuse tapisserie là. Il lui dit qu'il y a 16 ans, il est parti, et Harry lui dit tu as été où? Il lui dit chez ton père, et tes grands-parents m'ont accueilli comme un autre fils, et je me dis putain, là ça aurait été. Harry il nous parle de ses parents, T'as raison. et là il aurait pas pu dire oui, papy, Vas-y, mamie, les grands-parents, ouais. parle-moi-en, où est-ce qu'ils habitaient, est-ce qu'ils étaient à Godric Solo aussi, est-ce qu'ils étaient ailleurs, et ils n'ont pas saisi le coche pour creuser un peu plus dans le souvenir et l'émotion là-dessus. Mais et cette histoire de sang de bourbe et de sang pur aussi qui va animer Rogue pendant longtemps, et ça on le comprendra bien plus tard, mais qui anime aussi Voldemort. En fait, ça en anime un certain paquet, la légitimité quoi. C'est ce qui est assez étonnant, d'un truc qui paraît un peu anecdotique justement dans le tome 2. Tu te dis bon voilà, c'est pas là, on a failli passer à côté quoi en fait, et finalement ça l'est énormément. On reparlera un peu de la construction psychique de Voldemort plus tard, mais c'est vraiment un des rouages qui a fait qu'il a basculé, et puis aussi qu'il a choisi Harry plutôt que Neville qui est d'une famille de sang pur. Enfin ça. Oui, il s'est dit que les ressemblances faisaient que. C'est ça. Qu'il fallait peut-être mieux choisir les sangs mêlés finalement. Oui, ça, et puis parce que ses parents se sont battus 3 fois avec lui aussi. Ouais. Mais les parents de Neville aussi. Hein. Ouais. Oui. Ils faisaient partie. Les parents de Neville, tu sais, c'est Lestrange qui les rend dingos à force de les mais ça c'est après. Mais c'est après la chute de Voldemort. Ils ont participé avec. Ça serait sensiblement les 3 mêmes combats. Ouais, du coup. Non, parce que Lestrange et je sais plus qui. C'est après qu'ils les rendent dingues. Ouais. Mais si tu veux, les parents de Neville ont été défiés Voldemort plusieurs fois. Mais je crois, alors je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que dans la prophétie, il les a combattus par 3 fois. Oui. Et que les parents de Harry l'ont combattu par 3 fois, et pas ceux de Neville, il me semble. Mais non, je suis pas sûr. Moi, c'est de ce vraiment... que j'ai vu, il disait aussi que les parents de Neville avaient combattu par 3 fois, il qu'il aurait était né au même moment, etc. En gros, il a fait le choix, Voldemort, en mode un peu pile ou face, quoi. Ok. Ouais, un peu. Et puis sur la base de sang mêlé, du coup. sang mêlé. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que nous explique ce bon vieux Albus Dumbledore à la fin du 5e livre, la prophétie. Mais nous en reparlerons plus tard. Puisqu'arrive donc maintenant le 3e livre, Le prisonnier d'Azkaban, qui est, je dois le confesser, un de mes tomes préférés, à n'en pas douter, et le film que j'apprécie le plus de regarder encore aujourd'hui. Pareil. Moi, c'est récent que je l'apprécie, tu vois, parce que justement, on en parlait un peu en off tout à l'heure, il y a eu, au niveau des films, à ce moment-là, une telle différence de tonalité, on basculait un petit peu visuellement d'univers, musicalement aussi. C'est vrai qu'à l'époque, je pense pas que j'étais très intéressée par le fait musical. Maintenant, je les écoute en boucle, et celles que j'aime le plus, c'est les plus profondes, les plus matures. Et effectivement, sur le tome 3, on arrive sur quelque chose comme ça, de plus composé, de moins sautillant, de moins bonbon farcé à trappe quand même. Et effectivement, le 3 m'a gêné très longtemps, quitte à ce que je le squeezais un peu quand je me refaisais toute la série. De l'avoir relu, effectivement, on arrive sur des choses aussi beaucoup plus détaillées que sur les films. Et de le revoir maintenant en étant plus adulte, je l'apprécie. Mais pendant très longtemps, limite, il m'angoissait. Il y avait quelque chose qui faisait que ça collait pas. Il est angoissant, ce film, de toute façon. Il est plus sombre. Déjà, les détraqueurs, tout bêtement. Hein. Ouais, et puis le chien menaçant. Les détraqueurs qui sont... Les détraqueurs, moi, ils m'avaient fait trop peur. Qui sont littéralement la dépression, en fait. C'est ça. Ni plus ni moins. Les détraqueurs, effectivement, le chien qui suit partout. La menace du Sinistros qui est répétée. Et puis le fait que le retour dans le temps aussi, qu'ils sont enfermés dans cette espèce de boucle qui est un peu oppressant. Oui, il faut le saisir un temps. Il y a un moment donné où il faut arriver à prendre tous les enjeux de la chose, effectivement. Et c'est vrai qu'il est moins facile à aborder. La première vraie menace pour Harry, quoi. Dire qu'on lui dit, là, il y a un mec, c'est le premier à s'évader de prison depuis 150 ans, et il sort de prison pour te buter, quoi. C'est ça. Ce qui est faux, au final, mais si tu veux, t'as déjà une... En fait, ce qui est doublement faux, parce qu'en plus, c'est pas non plus le premier à s'évader d'Azkaban. Oui. Ah oui ? Qui est le premier ? Barty Croughton Jr. Ah, exact, bien vu. Oui, c'est vrai. Mais la formation n'avait pas encore fuité. Oui, la formation, c'est ça. Une belle pirouette. mais tu vois, c'est en fait, plus ça va, j'ai l'impression en tout cas dans la façon dont c'est écrit, à chaque opus, en fait, la menace devient de plus en plus réelle. Là, le 3e, c'est le seul où Voldemort est pas vraiment au centre. Il est mis à part. Oui, l'intrigue n'est pas un sujet. L'intrigue n'est pas autour de lui, presque. Et en fait, le danger est représenté par Sirius Black et par tout ça. Et du coup, la menace est d'autant plus
importante qu'elle est réelle pour de vrai. Alors que là, Voldemort, même si on l'a vu un petit peu, ça reste un peu vaporeux encore. C'est un peu Palpatine, quoi. Mais là, tu sens qu'il y a un vrai fou furieux qui en veut à Harry, et du coup, je trouve que ça tient en haleine un peu différemment, et moi j'avais beaucoup apprécié. Surtout que tu le sais, dans les livres, tu le sais dès le départ, quoi, quasiment. Ouais. Il s'en va de chez lui, et après, donc, il se fait... Il y a le Magicobus qui arrive. C'est ça, et puis le ministre est bien gentil avec lui, il se demande un peu pourquoi, et puis après, il entend une conversation entre Arthur et Molly qui lui dit en fait, Sirius s'est échappé pour lui. À Azkaban, on l'entendait dire il est à Poudlard, il est à Poudlard. Ouais, très bien. Une des premières fois qu'on sort aussi un peu du château. Ouais. Du château pour aller un peu à Préolard. C'est vrai. Et Préolard est sur le chemin de traverse aussi. Dans le début, il reste 2 semaines sur le chemin de traverse. Oui, c'est vrai, il loge au chaudron baveur. Fort à Rome, là, avec ses glaces, qui lui apprend l'histoire de la magie. Ouais. Et justement, il arrive à aller à Préolard, il est interdit de sortir, Harry, mais il y va grâce à la carte du maraudeur. La carte des maraudeurs. Tout à fait. Et ça, c'est tout un passage qui a été complètement squeezé des films. Toute l'explication sur la carte du maraudeur. Ah ouais. Et c'est ce qui m'a fait adorer le bouquin. C'est le pourquoi du comment elle s'appelle la carte du maraudeur, pourquoi c'est lunar, queue de verre, patte-molle et corne de rue. Tout ça, c'est expliqué dans les livres et absolument pas dans les films. Ah ouais, c'est dur parce que moi, les souvenirs sont tellement pour nous, c'est des évidences parce qu'on a tout mélangé. Mais effectivement, il manque beaucoup de Peut-être. choses à ceux qui regardent les films pour la première fois. Ouais. Et puis il y a Lupin, qui est un personnage que j'adore vraiment, qui est là aussi. Et puis il y a une petite mise en avant de Fred et George, qui est très sympa. Et on commence à explorer Poudlard, ce qui a été complètement squeezé aussi dans les films. À explorer Poudlard, ces passages secrets, ces tableaux qui parlent. Il y a le chevalier au catogan qui les accompagne à la tour de divination. Il y a tout ça en fait où Poudlard commence à avoir une vraie place dans cet opus-là, en tout cas dans les livres. Poudlard devient un personnage quelque part de l'histoire. Ouais, on s'aperçoit que c'est une institution, quoi. C'est ça. Il y avait un peu cette idée-là dans le 2 où il y a des choses qu'on sait pas, Poudlard, machin et tout. Et je trouve que là, dans le 3, ça prend encore une autre dimension parce que il y a des passages secrets partout, il y a des tableaux qui savent des choses. Il y a la grosse dame qui se fait attaquer, qui en fait est un tableau. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Ça a été très peu mis en avant dans les films, mais on le retrouve beaucoup dans Hogwarts Legacy. Oui. Pour ceux qui ont un peu joué. Oui, c'est vrai. Où justement, le but est de trouver des passages secrets, certains tableaux et tout. J'avais trouvé ça vachement sympa dans le jeu. L'exploration est dingue, c'est clair. C'est presque tout l'intérêt du jeu pour moi, c'était vraiment me promener. Moi, je n'ai pas avancé, je pense que je ne finirai jamais le jeu. Quand je débarque, je me promène, quoi. Ouais, mais j'y suis presque, mais je suis à 110 heures. Parce que j'ai pris un temps énorme à tout explorer. Je trouve que découvrir Poudlard, c'est génial, quoi. C'est incroyable. Et vraiment, c'est dans ce 3e opus. Moi, je trouve qu'on le fait le plus dans les livres. Dans les films, c'est peut-être un peu plus tard. Quoique j'ai même pas de souvenir où il se passe vraiment des trucs dans Poudlard. C'est-à-dire ça nous trimballe un peu dans Poudlard, mais on n'arrive pas forcément à voir exactement où on est. Oui, la visualisation de l'espace est moins définie, et puis il y a moins d'espaces qui sont explorés aussi. Par exemple, les fêtes de fantômes, l'anniversaire de Nick sans tête, on descend, ça c'est quelque chose, ça aurait été magique. C'est incroyable, ça. Et c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont pas explorés du tout dans les films, qui apportent aussi des vrais bouts d'histoire et qui ont leur âme en fait, parce qu'il s'y passe des choses qui sont extraordinaires. Après, ça aurait été compliqué de tout mettre, tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Ça aurait fait des films. Faudrait faire une série. Ouais, c'est ça. Quelle idée. Je suis pris d'un énorme doute. C'est dans quel film la scène où il y a une fille qui a le gant troué qui touche un collier ensorcelé? C'est dans Lord of the... Non, c'est dans le 6. C'est Prince de Sang-Mêlé. C'est quand Drago essaye de tuer Dumbledore. Tout à fait. C'est ça. Je me rappelais plus si c'était... C'est Cathy Bell. En plus, s'il te plaît. Si c'était une tentative de meurtre. Elle m'avait fait trop peur, cette scène. Mais vraiment. Elle est bien dans le film. Dans le film, elle est vraiment bien. Quelle question le livre, par contre. Dans le livre, c'est exactement la même chose. Elle est là avec la bouche à demi. Dans le livre, elle est assez courte, la scène. Et c'est vrai que parfois, le film fait des choses très courtes sur des moments très longs. Mais dans le livre, c'est pas si long que ça. Et c'est vrai que le côté cinéma, il rajoute de l'effroi. On sait pas ce qui va se passer, on comprend pas. Typiquement, c'est un peu l'exorcisme, le truc, là. Les reliques de la mort, deuxième partie. Typiquement dans le bouquin c'est vraiment minime parce que justement c'est des combats, c'est des enjeux, il faut prendre du temps, il faut faire monter la pression, ce qui est normal, c'est du cinéma. C'est ça. Mais dans un livre c'est pas fait de la même façon. Harry Potter 3 qui d'ailleurs est le dernier film qui arrive
à coller un petit peu à ce qui se passe, où on s'éloigne pas tant que ça du matériau d'origine. Le dernier livre un peu court aussi, peut-être. C'est ça, sûrement. C'est ça le mal, à mon avis, le gros problème. Après, c'est le volume des livres. Oui, il aurait fallu faire deux films à chaque fois. C'est ça. Si, il y a Buck aussi dans le 3. Il y a Buck dans le 3. Il y a Hagrid qui devient prof. Il y a Hagrid qui devient prof. Il se passe plein de trucs, forcément. Ah, mais dans le 3, il se passe énormément de choses. Il y a justement la divination. La prophétie du professeur Trelawney, justement, qui pousse Harry à aller sous le Saule-Cogneur. On découvre aussi dans le 3e film, que j'ai cherché comme un con pendant des heures et des heures sur Hogwarts Legacy, jusqu'à me rappeler qu'il était planté bien plus tard. Et oui. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à aller chercher. Mais moi j'ai fait le tour peut-être à 15 fois, les trucs, mais il est où ça il y est pas? Bah non, il y est pas. Et tu lui as pas trouvé un membre de sa famille qui part dans la forêt? Non, j'ai rien trouvé. Ça se passe quand Hogwarts Legacy? Parce que moi j'ai ça pas de télé, en pas de 1870. D'accord. Tard l'époque, comme disent les jeunes. Mais du coup, non, vu qu'il a été planté l'année de l'arrivée de Lupin. De Moony. Ce qui est assez... là, c'est bien foutu, c'est que justement, Fred et George, quand ils donnent la carte du maraudeur à Harry, ils lui disent il y a tant de passages secrets et tout, mais celui-là, il est bouché par le Saule-Cogneur, c'est quand même complètement con, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est fait complètement exprès, c'était vachement bien. Il y a toute une partie de l'histoire aussi du bouquin qui n'est pas expliquée dans les livres, c'est le rôle de Patenron, le chat d'Hermione. Ouais. Sans lui, je suis désolée, mais jamais il passe le passage. Mais jamais, mais déjà, Patenron, ils le prennent direct, il sent croutard. Ouais. Pas cool. Vous avez pas vu la théorie selon laquelle Patenron ce serait le chat des Potter? Oui, si, je l'ai vu. C'est un peu capillotracté, en fait. C'est une théorie qui part de... Elle est géniale. Mais elle part de rien, en fait. Et elle est très simple, en plus. Ouais, elle est simple, mais en fait, c'est dans le 7. Ouais. Harry, il trouve une partie de la lettre dans la chambre de Sirius, une partie d'une lettre que sa mère a écrite à Sirius, justement. Oui. Et il trouve juste une partie de la lettre. Notre chat va bien. Photo. C'est ça. Le chat va bien. Non, enfin, je sais plus ce qu'il dit. En gros, Harry, sur son balai jaune, il a fait peur au chat. Et l'autre partie de la lettre a été déchirée, l'autre partie de la photo est gardée par Rogue, du coup, quand il est venu. Et on voit que ça, et il serait dit que Patenron serait peut-être le chat des Potter. Ce qui justifierait qu'il s'entendrait bien avec le chien, qu'il ait cet instinct-là avec Croutard. Mais J.K. Rowling a démenti, elle a dit qu'il était moitié chat, moitié flaireur. Mais J.K. Rowling, il faut qu'elle arrête de parler de son œuvre après l'avoir écrite. Je le dis, je le répète haut et fort, parce qu'elle est en train... Enfin, elle peut tout détruire à tout moment. J.K. Rowling, c'est dommage. Mais oui, très bien, Patenron, parce que c'est un des éléments qui ont été virés du film, comme le hibou de Ron. Ça c'est dommage, ça. Qui est vraiment exceptionnel, mais qui il aurait été génial. Et puis alors là, tu veux faire des goodies. Mais c'est vrai. C'est que le capital sympathie de l'animal, ça aurait fait du merchandising, effectivement. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Et puis même, ça aurait donné un petit côté plus sympa à Sirius aussi. Parce que tu vois, il dit bon, je t'ai piqué ton rat, tiens, prends un petit hibou, c'est cool, c'est chouette, quoi. Et accessoirement, il lui a bouffé une jambe. Aussi, théorie que j'aimais là tout de suite, dont tu viens d'y penser. Est-ce que vous pensez que Ron, au début qu'il rencontre Harry et Hermione dans le train, la première fois, il dit à Harry, regarde, je connais un sort, je peux colorer mon rat en jaune. Il fait en jaune soit coloré de la tête aux pieds, machin. Est-ce que ce sort échoue parce que Croutard n'est pas un rat? Et est-ce que du coup... Je pense que Ron n'était quand même pas encore excellent. J'imagine, mais pourquoi pas, effectivement, ça aurait pu. Non, mais c'est pas bête. Un petit foreshadowing de tiens, Croutard n'est pas vraiment un rat en fait. Et oui, du coup, le sort n'est pas complet. C'est ça. Il aurait fallu qu'Hermione essaye pour clôturer le truc si elle n'avait pas réussi. Oui. Elle a préféré réparer des lunettes. Ça, c'est même pas dans le livre. Fin des films. C'est dans le livre, c'est Croutard dès le départ. C'est Arthur Weasley qui fait ça. Ah oui? Ouais. Eh bien, écoute. Vous êtes bien précis. Non, mais là, effectivement, on est face à une encyclopédie du milieu, là. Très bien. Vous reviendrez pour d'autres épisodes spéciaux. Vous avez gagné votre place. Oui, mais du coup, le troisième film, pour vous, les scènes marquantes de ce troisième opus, troisième volet, troisième film, troisième ce que vous voulez. Oh, le Magicobus. Ah oui, on n'en a pas parlé, effectivement. Le Magicobus, quoi, c'est extraordinaire. Le vol sur Buck, moi j'ai adoré. Oui. La musique qui va avec. La musique est dingue, les effets sont magnifiques, tu vois vraiment le dessin des plumes. Et puis c'est vrai que la créature est splendide, encore une fois.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup la fin, là, quand, si on parle juste du film, quand ils arrivent en haut de la plus haute tour, qu'Hermione fait sauter la porte, qu'ils montent tous sur Buck et qu'ils se cassent. Ouais. Là, c'est y a la ultra musique, rapide, c'est la fin, ils ont tout gagné. Moi, je préfère c'est le top. plan quand il sort avec Sirius et qu'il regarde Poudlard en fond, comme ça, Ah oui, et qu'il c'est commence vrai. à discuter un peu au clair de lune. Là. Ah, là, J'aime là, c'est beaucoup. petite larme à l'œil. Ouais, j'aime Là, beaucoup c'est celle-là. petite larme à l'œil. Et puis c'est Tu pareil, sais que tu c'est pouvais venir musicalement, habiter chez elle est moi. bien portée, Ouais. quoi. De toute Window façon, to the past, tout ça. Enfin, cet franchement, opus, il est vraiment très très bon. tout est niveau magnifique. Ouais. Franchement, je sais pas si vous étiez allé au concert Harry Potter il y a 2 ans pour le Noël Harry Potter qui avait moi, été j'y fait avais au Théâtre été. du Puy. Oui, j'y étais. C'était Non. hyper intéressant, C'était très cette sympa, séance conférence comme ça où il décryptait justement. Alors, moi j'avais fait la conférence avant qui était au musée et puis j'étais allée voir le concert en plus qui était un peu expliqué. Il prenait film par film et il expliquait un petit peu comment étaient construites les musiques et pourquoi elles avaient été composées comme ça. Par exemple, pour le 5, avec Ombrage, il expliquait typiquement que la thématique d'Ombrage avait été faite pour être agaçante. Et les musiques qui portent Ombrage, en fait, il y a un petit truc hyper sautillant, très aigu, qui tape la tête. Et en fait, c'est fait pour rappeler c'est ce côté génial de agaçant. savoir Et ça. c'était très, très, très intéressant. Ouais. En Et vrai, du coup, c'est un des personnages les plus travaillés de la saga, mais on en parlera un peu plus tard. Mais tu sais, il y a cette scène où. Bon, je suis obligé d'en parler maintenant. Tu sais, où il est dans l'escalier. Dans le film, c'est magnifique. Il est dans l'escalier avec Avec McGonagall. Minerva. Et elle monte une marche Le jeu après d'échelle, l'autre et tout. Je trouve que c'est incroyable. Et en fait, quand on regarde au début, elle est habillée en rose pâle. Et plus on Oui. avance dans le Plus film, c'est C'est rose vrai. et bonbon. plus sa robe elle est foncée. Et, Plus c'est intense. Ouais. Il y avait, je sais plus quel réalisateur dit ça, je sais pas si c'est pas George Lucas, qui a dit que c'était un. George Lucas. Ouais, George Lucas. Ouais. C'était Qui a un dit des que c'était pires un des méchants. pires méchants qui Ouais. puisse exister. Ah, mais quoi. Ouais. parce qu'elle est méchante juste pour le plaisir de l'être, en Oui. fait. Et C'est puis ça, en fait, elle elle est est méchante. mauvaise. C'est l'essence même de la méchanceté. En quoi. douceur, tu sais, c'est le poison qui Ouais. s'insinue insidieusement. Et c'est. Enfin bon, on en reparlera Avec son plus petit tard. sourire en coin, là. Mais Parce oui, que oui, là, j'avais on entendu saute, ça on saute aussi, encore ouais. des moutons. Premier Patronus, dans le 3e. Oui. Il y a qui beaucoup de est- premières fois dans chaque Ouais. tome. Ouais. C'est dingue. Hein. Ouais. Non, mais dans le 3e, c'est incroyable, moi, je trouve. Ouais, mais le Patronus qui va devenir une figure de proue en fait de l'univers Harry Potter après, enfin De l'Ordre du Expecto Phénix. Patronum. J'avais été très perturbé parce que dans la traduction française c'est pas le même sort. Non, C'est Spero Ouais. Patronus. Patronum. Patronum, ouais. Spéro Patronum. Spéro. Ouais, Patronum. c'est horrible, Ouais. ça m'a stressé. Oui, ça m'avait beaucoup perturbé aussi. Du coup, j'ai toujours pas fait de choix. Personnellement. Mais je pense peut-être. Expecto. ça, Ouais, je- je Expecto ça- Patronum. Ouais. Je préfère Mais bon, aussi. quoi qu'il arrive, comme on est tous des bons sorciers, on le formule pas. Oui, c'est vrai. voilà. Oui, on n'a pas besoin, C'est effectivement. vrai, c'est vrai Tout à fait. qu'il y a un moment où on en arrive là. On n'y est pas encore, mais enfin, toi tu y es déjà, a priori. Mais ouais, les Patronus, c'était marrant le côté où Harry attend son père. Tu sais, il y a une espèce de fol espoir que son père arrive et au moment où il se rend compte que c'est lui, il se rend compte qu'il est capable. Et du coup, il fait une faille en mode j'ai pas besoin d'un souvenir suffisamment puissant, juste le fait d'être persuadé. de Non, le puis après, refaire. pareil, dans le livre, il demande à Sirius en quoi, ou à Lupin, je sais plus, en quoi son père se transforme, et Hermione leur coupe la parole. Ouais. Du coup, après, ils repartent, Ah. et à la fin, je sais plus, je crois que c'est à Sirius. C'est Il Sirius, va le voir, ouais. il fait mon père, c'était un cerf. Et il dit, bah ouais. Mm. C'est trop chouette, quoi. Très très chouette, Ouais. ouais. Et l'éclair de feu qui arrive à la fin, c'est ça, c'est Ouais. Sirius qui envoie un éclair de feu. Et C'est du ça, coup, avec la plume. je de crois que le- Buck. On n'a pas encore parlé Quidditch, effectivement, du coup. le dernier plan du 3e film, c'est Harry Potter tout flou qui vole sur son éclair de feu. Tout à fait. Et c'est le plan de fin de film le plus dégueulasse. de Oui, c'est ce que l'histoire. j'allais dire. Ah c'est oui, non, pas... c'est je craignais que tu dises que tu avais aimé. Non, on est d'accord. C'est Non, vraiment c'est- c'est un putain de Et scandale. puis en plus, c'est dommage, parce que normalement, l'éclair de feu, il l'a bien avant. C'est une des premières disputes entre Ron, Hermione Oui. et Harry, parce que Hermione soupçonne que ce soit Sirius, et du coup, elle va le dire au professeur McGonagall. Oui. Oui, Et Voilà, le professeur et que- McGonagall lui confisque le ballon. J'y pensais dans la bagnole là tout à l'heure, c'est que je me rappelle de ce dialogue où ils disent mais tu crois qu'elle va le démonter brindille par brindille et qu'effectivement elle fait ça et qu'elle le remonte après C'est magiquement quoi. Et à la euh, fin, oui. du coup, Hermione lui dit ben, j'avais raison, Ouais. c'est bien Sirius qui te l'a envoyé. Et Ron a dit oui, mais nous, on avait raison, il n'y avait pas de souci. Voilà. Ouais. Mais oui, effectivement, on n'a pas parlé Quidditch. On doit avoir du coup, si je dis pas de bêtises, dans le tome 3, la première apparition de Cédric Diggory dans le match où ils sont attrapeurs tous les deux, ils montent en l'air C'est ça. Et Harry et tombe de son Harry balai. tombe à cause des détraqueurs et il joue contre Cédric Diggory. Et il perd contre Cédric, et Cédric a dit que c'était pas le loyal, il voulait même refaire le match. Mm. Mais Ah, même C'est un Olivier Dubois, pouf-souffle. Hein. Ouais. Que voulez-vous? Il a des qualités, ce monsieur. Même Ouais, Olivier une bonne Dubois, patte. il a fait match. plein de qualités, Cédric. Ouais. L'honnêteté. Mais je pense que c'est là la première fois qu'on le voit. Mm. Et il apparaît comme un personnage vraiment. Il apparaît disparu, il a pas l'air très, très important.
Mais l'histoire nous apprendra que finalement, il avait un rôle à jouer lui aussi. Mais elle met déjà Elle place le personnage décor aussi en disant que c'est un bon gars, quoi. C'est une bonne personne. c'est un super rattrapeur, tout le monde l'aime bien, il est loyal, il est droit. Tout de suite, t'as un truc de, tu vois, il est sympa, quoi. Il va bien. Il va bien, il va bien. Il va bien. Il Jusqu'alors. va pas très bien C'est maintenant. ça. C'est je crois de mémoire, enfin, même je suis sûr, c'est le seul à avoir battu Harry. C'est le seul à avoir attrapé le Vif d'Or avant Harry. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui tournent mal, au final, on sait jamais trop ce qui s'y passe. C'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de matchs qui sont arrivés à leur fin. Ouais. Mais à chaque fois, il attrape le Vif d'Or. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour pour le troisième opus ou il y a encore des choses Est-ce qu'on parle de l'épouvantard? On va parler, mais même les détraqueurs, je trouve qu'on en a pas assez parlé, on pourra en reparler un petit peu quand même. Mais l'épouvantard, oui, l'épouvantard qui prend en fait la forme de la peur, de la peur, la plus intense de la personne qu'il a en face de lui. Je trouve que ce moment, il est très ludique et très anodin, et en fait, il est plein de symbolique pour plein de personnages, quoi. Je trouve ça chouette quand on le décrypte après, notamment rien que pour Lupin, au final. Oui. Ah bah oui. Mais voilà, la peur de Neville avec sa grand-mère. Il y a la grand-mère et Rogue, grand-mère. Tout à fait, c'est quand même fort parce que je sais pas si vous vous imaginez à la place des élèves, quoi. C'est-à-dire que t'es devant tes petits copains de classe et là tu te mets devant une créature. Terreur. C'est ta pire terreur. Ouais. Mais il y a une petite musique derrière qui te permet de tout passer, quoi. Ouais. Dans le film. Je crois qu'il met un vinyle. Est-ce qu'il met un vinyle dans le livre aussi? Il semble qu'il le met. Je sais plus. Oui, je sais plus. Il semble que dans le livre. Dans le film, oui. Mais le film, en tout cas. Dans le livre, je sais pas. Mais oui, elle est dans le livre, elle est un peu dommage presque cette scène parce que on voit tout de suite que c'est une lune. Moi, enfin dans le livre, j'avais pas compris. Oui, dans le film, c'était un cercle argenté qui flotte dans le ciel. Moi, j'imaginais un ballon de baudruche ou un truc comme ça en fait, et j'avais eu beaucoup de mal à comprendre. Ouais, mais fallait pas que ça soit trop clair, non. Mais c'était très bien. Hein. C'était très, mais comme Rogue qui vient faire le cours pendant que Lupin est malade et qui fait le cours sur les loups-garous. Ouais. Très très bien. Bravo, Séverus. Par rapport à la théorie sur l'élu et Neville, d'ailleurs, ce passage avec les il peut avoir son importance. Ouais. Peut avoir son importance. C'est-à-dire, du coup, il a peur de Rogue. Parce qu'il est dit que c'est donc vu que c'est Rogue son épouvantard, ça serait parce que Rogue aurait participé à la maltraitance de ses parents. C'est inscrit un peu dans ses gènes. C'est inscrit en lui. Il a une terreur qui vient d'il y a très longtemps et de la participation de Rogue. Comme c'est intéressant. Mais ça, c'est faux, ça. C'est une théorie. C'est une théorie. C'est une théorie. Tu n'as pas suivi, désolé, je cherchais le passage dans le livre. Tu l'as pas trouvé? Non, je me suis dit, je vais pas chercher pendant 5 minutes. Tu connais par cœur. Du coup, les détraqueurs, l'introduction des détraqueurs dans le film, c'est juste la main là qui passe à travers la porte. C'est abominable. Avec le froid qui arrive. Fait flipper de ouf. Harry qui est fragilos face aux détraqueurs, en même temps avec tout ce qu'il a vécu, Miskinou. Oui, mais Lupin qui lui donne du chocolat. Et Madame Pomme-Fraîche qui dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un professeur de défense contre les forces du mal qui sait ce qu'il fait. Qui avait des bons réflexes, ouais. Et là, tout de suite, moi, je m'étais dit, il va être cool celui-là. Oui. Et effectivement, là, c'est un très très bon personnage. C'est le meilleur. Hein. Après, il y a Maugrey qui est génial. Mais bon, Maugrey est excellent. Ouais. Puis Maugrey, il est trop dangereux. Il n'a pas sa place là-bas, quoi. Il est génial, mais... C'est vrai que Lupin fait plus professeur, il est quand même bienveillant. Il est dans la bienveillance. Il est compétent et bienveillant, il va pas dépasser les limites parce que ça l'amuse et que il a vu des choses trop dures et qu'il a peut-être aussi envie de montrer aux gamins que c'est un peu un dur à cuire, quoi. Non, il est fondamentalement bien. Ouais. Il est bon. Il est trop bien pour bienveillant. On le voit aussi, on voit qu'il est bienveillant. Quand Rogue les amène, je sais plus pourquoi, Rogue dit, il amène la potion à Lupin en cours, et il voit que c'est Londubat qui est devant l'armoire, il lui dit faites attention, Londubat fait tout exploser, ou est pas très bon, machin. Et Lupin lui dit non, mais je suis sûr qu'il s'en sortira très bien et que ça va le faire. Et là on voit déjà qu'on n'est pas dans la même trempe, qu'il est bienveillant, que son but c'est de le porter. Effet Pygmalion, exactement, et après il donne 5 points de supplémentaires à Londubat. Excellent. C'est bon. Est-ce qu'on a fait le tour pour le troisième ou pas? Je pense que là, on est pas mal. Ouais. Donc là, jusque-là, on était bien, on était tranquille. On va commencer à attaquer les gros morceaux. L'effet accompli.